3 journées mondiales et ou internationales célébrées au cours de ce mois de mars 2021 ayant un lien direct avec l'environnement. Il s'agit entre autres de la Journée internationale de la forêt, célébrée le 21 mars de chaque année, et puis celle du 22 mars consacrée à l'eau, et enfin la Journée mondiale de la météorologie qui commémore donc la Journée météorologique mondiale, c'est le 23 mars de chaque année. Madame, Messieurs, bienvenue à votre livraison des questions environnementales et du développement durable sur votre chaîne, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Journée internationale de la forêt du 21 mars, le thème pour cette année 2021 est la restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être. Instituée vers la fin des années 1970 par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, la Journée internationale de la forêt est célébrée pour promouvoir l'importance des différentes fonctions des écosystèmes forestiers du monde. Et les forêts, comme vous le savez, rendent d'énormes services à la planète, surtout dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et les réchauffements de la planète. Une journée qui appelle donc à l'action pour chacun de nous afin de protéger les écosystèmes forestiers du monde. Lorsque nous prenons des mesures pour restaurer une forêt, nous jouons un rôle dans quelque chose de bien plus grand. Nous construisons un monde meilleur pour notre santé et celle des générations futures. En reboisant et en gérant durablement nos forêts, nous créons de nouveaux espaces où les plantes et les animaux peuvent prospérer. Nous stimulons une activité économique qui apporte des emplois et améliore des vies. Nous avons un impact réel sur le changement climatique. Nous améliorons la qualité de l'air que nous respirons, des aliments que nous mangeons et de l'eau que nous buvons. Nous créons un environnement sain pour que nos enfants y grandissent. Il n'est jamais trop tard pour agir. Restaurons nos forêts et créons un avenir meilleur. La journée mondiale de l'eau, elle, a été célébrée le 22 mars 2021 sous le thème « Valoriser l'eau, la place de l'eau dans nos sociétés et comment protéger cette denrée qui est devenue aujourd'hui très cruciale ». Devenue, comme l'avions dit, une denrée cruciale pour la vie des 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. L'eau doit être une source de paix, de sécurité et de développement pour toute la planète. En marge de cette journée mondiale de l'eau à Kinshasa, la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED en sigle, a commémoré la dite journée sous le thème « Le genre, l'eau et sa place dans la protection sociale des communautés » au cours d'un atelier de réflexion organisé en la salle de conférence située dans l'enceinte de l'immeuble administratif du gouvernement dans la commune de Lingwala. L'objectif était donc d'échanger sur les constats relatifs à la restauration des forêts ainsi que l'importance de la gestion durable des eaux pour un équilibre des écosystèmes en vue de lutter efficacement contre les changements climatiques. Voici le reportage de nos consoeurs Marlène Bassoussou et Céline Boumba dans ce commentaire. L'organisation de cette journée rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année, et dont le thème pour 2021 est « Valoriser l'eau, la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». C'est dans cette optique que la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED, avec les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources en eau et la restauration des forêts pour le bien-être des communautés, a organisé cet atelier. Faisant d'une pierre deux coups, la CEFLED a également fait allusion à la Journée internationale des forêts célébrée le 21 mars de chaque année sous le thème pour cette année, la restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être. L'objectif poursuivi par cet atelier était d'informer les participants sur le rôle et la responsabilité des communautés dans l'accès à l'eau et les sensibiliser sur l'apport des communautés dans la restauration des forêts. Abordant le sujet axé sur la protection des forêts en RDC,
rôle et responsabilité des femmes en vue de lutter contre le changement climatique, Madame Marguerite Ndouzi a non seulement évoqué les rôles que jouent les femmes sur la restauration des forêts ainsi que l'importance de la gestion durable des eaux pour un équilibre des écosystèmes en vue de lutter contre le réchauffement climatique, mais également s'est dit déterminée à aider ces femmes longtemps marginalisées à travers un plaidoyer afin de les pousser à bannir le complexe d'infériorité face aux hommes sur tous les plans de la vie nationale. Ce que nous pouvons retenir est que le changement climatique, c'était un phénomène, un défi. Le changement climatique, c'est un phénomène qui impacte toute la communauté. Mais ce que nous avons retenu au terme de nos études, c'est plus la femme qui est impactée. Parce que la femme est touchée, touche plus à la forêt, travaille plus avec les ressources naturelles. Du matin au soir, c'est la femme qui est dans la charge familiale. Quand je parle de la femme, nous avons effectivement les femmes parce qu'ils font partie de la majorité des catégories pauvres, marginalisées et n'ont pas assez de moyens. Et parmi ces femmes, il y a plus du moins 60% de femmes qui ont un statut de femmes seules, disons les femmes responsables de ménage. Imaginez qu'une femme responsable de ménage avec 5 enfants, elle doit faire courses pour nourrir les enfants et dans les conditions où ses ressources sont menacées, cette femme-là est victime, elle a une grande responsabilité pour faire tenir son ménage. Donc elle doit se donner encore plus au-delà de ce qu'elle s'est donné déjà. Voilà comment la femme est impactée, le changement climatique impacte la vie de la femme. Nous devons changer aussi notre façon de voir, c'est-à-dire nous prenons la femme en tant qu'agent de changement. Si nous associons la femme en tant qu'actrice dans les changements, dans les activités, dans les programmes concernant dans les recherches de solutions sur les changements climatiques, à ce moment-là, la femme sera active, elle va apporter des solutions appropriées parce qu'elle a aussi va exprimer ses besoins qui sont propres et ses besoins qui seront adaptés et ça va aider aussi la femme à devenir une leadership, une leader importante dans ces programmes de changement climatique. Bon, une femme ignorante, c'est à nous de l'amener. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? On peut l'informer de ses droits. C'est une responsabilité pour les leaders d'informer ces femmes de leurs droits, de la connaissance, de prendre en compte leur rôle dans la contribution au niveau du développement. Et ça demande des séances de sensibilisation, d'information, même de proximité, surtout au niveau des femmes qui sont à la base. Donc, il y a des femmes aussi qui sont pas aussi, qui sont plus analphabètes, mais nous devons faire un effort de renforcer les capacités de ces femmes, la connaissance de différentes notions qui permettent d'atteindre un peu, de rehausser leur liberté. De son côté, Mme Céline Sikoulissimwa a évoqué les défis de gestion de l'eau en RDC avant de formuler quelques recommandations pour sortir le pays de la crise qui risque d'être plus grave que le réchauffement climatique. Je lance un SOS à l'endroit de toutes les personnes qui pourront nous écouter pour nous venir en aide parce que l'état dans lequel se trouvent les rivières à Kinshasa laisse à désirer avec toutes les pratiques, la gestion de déchets qui n'est pas au point, les pratiques des populations, les espaces qui ne sont pas réservés au rejet des fosses septiques. Il y a tout un tas de problèmes que nous avons constatés, particulièrement le phénomène Munduki aussi, sans compter les toilettes automatiques. Donc c'est un sérieux problème qui met en danger les cours d'eau et en même temps, par ricochet, notre vie, notre population, notre santé. Nous avons des effets boomerang, particulièrement la fièvre typhoïde qui continue à sévir dans la ville de Kinshasa. C'est parmi les facteurs de recrudescence de cette maladie dans la population, les mauvaises pratiques et surtout le manque d'hygiène dans la ville de Kinshasa. Dans l'ensemble, c'est ce que je peux dire à travers cette journée mondiale de l'eau. Après cette série d'exposés suivis des échanges et débats, les participants à cette matinée de réflexion ont été outillés sur la place de l'eau dans nos sociétés et la restauration des forêts. Sachez que d'autres thèmes ont également été abordés au cours de la même journée, dont les besoins en eau et la prise en compte des intérêts d'un grand nombre de demandeurs, un défi pour un développement durable en Afrique et l'apport de l'eau
dans le maintien de la biodiversité. À en croire Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, la Journée mondiale de l'eau se veut un appel à l'action. Car la responsabilité incombe à toutes et à tous, gouvernement. Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, le 23 mars de chaque année est célébrée la Journée météorologique mondiale. Pour cette année 2021, la journée est placée sous le thème « L'océan, le temps et le climat ». Un thème qui vient donc souligner les efforts que déploie l'Organisation météorologique mondiale pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du système Terre. Il correspond également à la première année de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, soit de l'année 2021 à l'année 2030, qui vise à encourager le lancement d'idées innovantes et transformatrices pour faire de l'océanographie une source d'information à l'appui du développement durable. L'océan, qui couvre aujourd'hui 70% environ de la surface de la Terre, exerce une influence notable sur le temps et le climat. Il joue également un rôle central dans le changement climatique. Il est un moteur essentiel de l'économie mondiale, soit plus de 90% du commerce international emprunte cette voie et 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km d'une côte. Et les sciences météorologiques et hydrologiques nationaux et les chercheurs en sont bien conscients. Ils assurent donc une surveillance régulière de l'océan et de son évolution en modifiant bien sûr la manière dont il influence l'atmosphère et en fournissant une grande variété de services maritimes, y compris pour la gestion des côtes et la sécurité des personnes en mer. Aujourd'hui, du fait des impacts croissants du changement climatique, les observations, la recherche et les services en lien avec l'océan sont plus essentiels que jamais. Autre chose à présent, comment notre environnement a été géré durant les 60 dernières années qui viennent de s'écouler. Nous sommes donc en République démocratique du Congo. Votre magazine a produit un documentaire en 2 parties que vous aviez certainement déjà suivi dans cette émission. Je vous propose de suivre un extrait de la 2e partie de ces chefs-d'œuvre qui nous plonge en fait dans les aspects de gestion de la biodiversité et du développement durable en République démocratique du Congo. Vous savez que la RDC, notre pays, c'est une méga biodiversité. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu en tout cas rater cet aspect des choses en montrant comment nos aires protégées ont été gérées durant les 60 dernières années, mais aussi comment la RDC est en train de remplir ce que nous appelons aujourd'hui les objectifs de développement durable, parce que d'ici à 2030, il faut faire le bilan, et le bilan, il faut déjà commencer à l'établir dès à présent. Regardez plutôt cet extrait du documentaire « Les 60 ans de gestion environnementale en RDC » dans sa 2e partie. Regardez. « 1960-2020, il y a 60 ans, la République démocratique du Congo, RDC, accédait à la souveraineté nationale et internationale. Une indépendance politique, certes, mais elle devrait l'être aussi dans d'autres secteurs, dont celui de l'environnement. Peut-on alors parler d'une indépendance environnementale? Oui, serons-nous tentés de dire. La RDC environnementale indépendante, mais comment cet environnement a été géré 60 ans durant? Si nous devons regarder dans l'histoire coloniale de la RDC, nous n'allons pas parler de l'époque précoloniale, le pays était considéré comme une vaste réserve de tout ce qui est naturel, notamment les ressources forestières. On exploitait beaucoup les ressources de la forêt. Je voudrais rappeler ici le caoutchouc, qui a été déterminant pendant la Grande Guerre. Avant et aujourd'hui, il y a quand même des avancées par rapport à la réglementation. Parce qu'avant, par exemple, dans l'aspect exploitation,
les exploitants forestiers recouraient seulement aux chefs de groupement, aux chefs de terre. Mais aujourd'hui, il y a quand même des avancées dans ce sens-là, sur le point de vue réglementation. Lorsqu'on parle de la gestion durable de l'environnement, on fait allusion justement au fait que le comportement qui doit animer les animateurs d'aujourd'hui à travers les politiques et programmes qu'ils proposent pour la bonne marche d'un pays, d'un État, doit être équilibré de manière à s'assurer que autant les générations d'aujourd'hui profitent de ces avantages, autant les générations futures en profiteront aussi de la même manière. Les forêts, l'eau, la biodiversité animale et végétale, l'assainissement ou la gestion des déchets, les réserves, aires protégées et parcs nationaux, le tourisme et le développement durable, autant d'aspects concernés par la gestion de notre environnement durant les 60 ans qui viennent de s'écouler. La RDC, c'est aussi et surtout une méga biodiversité parmi les plus riches et variées de l'Afrique et du monde, que des espèces endémiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Depuis les indépendances, la politique de la conservation ne s'est pas arrêtée. Elle s'est même améliorée. Alors, le défi, c'est quoi? Premièrement, ce que j'avais dit, que la conservation serve effectivement à produire des moyens pour le pays, que ça contribue dans le PIB du pays. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, pour qu'on y arrive, puisque nous avons quand même des moyens, les moyens nous viennent de la communauté internationale. Pourquoi? Puisque ce que nous, comme je venais de dire, des atouts, ce que nous disposons, est le plus souvent dit patrimoine de l'humanité. Ainsi, 5 des aires protégées de la RDC sont patrimoine de l'humanité, classés par l'UNESCO. Alors, mais pourquoi? Puisqu'on estime que les richesses qui y sont peuvent servir au monde entier. Et à cause de ces faits, la communauté internationale participe dans la conservation de nos aires protégées, sachant la faiblesse de nos problèmes. Alors, mais le problème qui est là, le défi, c'est la gouvernance. C'est savoir gérer ce qui nous arrive, qui n'est pas très grand par rapport à ce que les autres engrangent, mais ce qui nous arrive, que ça soit bien géré. Le troisième défi, c'est savoir justement engranger les moyens qui existent. Il y a de l'argent pour la conservation. Des organisations qui savent faire des spéculations disent 50 milliards de dollars que l'on peut avoir dans le domaine de la conservation. Et nous avons les atouts pour pouvoir les avoir. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas les chercher. Et là, le défi, c'est la formation. C'est les ressources humaines. Avoir les personnes qui savent monter les projets pour pouvoir cueillir la manne qui existe et qui circule. D'autres pays savent le faire et ils le font, on leur profite. Mais que faire alors pour améliorer la gestion des aires protégées du pays? Cela devrait passer par l'amélioration de la gouvernance, l'organisation de l'écotourisme et une demande intelligente de l'aide internationale. Il faut que ces aires protégées soient gérées de manière scientifique. De manière scientifique, c'est que, je dirais même de manière entrepreneuriale, un peu comme des entreprises, c'est-à-dire disposer d'un plan d'aménagement et de gestion. Et ces plans d'aménagement et de gestion qui habituellement s'articulent sur 5 ou 10 ans, on y connaît qu'est-ce qu'on doit faire et quels sont les moyens dont on a besoin. Et avec ces documents, on peut chercher les moyens et continuer à gérer. De ces documents, on peut y faire découler chaque année un plan de travail annuel. Et pour que tout cela puisse se faire, il faut que les conservateurs soient au centre de la chose, et dans la conception du plan d'aménagement et dans la gestion effective. C'est par cette voie que des interventions de l'assistance internationale passent. Pour que la Banque mondiale, par exemple, accepte de financer une aire protégée, il faut qu'elle constate que cette aire protégée a un outil de gestion. L'après 2015 a marqué le passage des objectifs du millénaire pour le développement OMD
vers les objectifs de développement durable ODD, dont la réalisation pose problème. Par rapport aux grands principes qui ont été adoptés au niveau international, il veut que lorsqu'on parle du développement durable, on puisse prendre 3 dimensions capitales. C'est la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale dans toutes les politiques qui sont adoptées. De manière à ce qu'il y ait un équilibre entre les 3 dimensions pour inciter à une gestion beaucoup plus rationnelle de ce qu'on peut considérer comme ressources naturelles dans un pays ou de ce qu'on peut considérer comme toute initiative de développement ayant un rapport avec la nature. Si vous vous situez dans le contexte des objectifs de développement durable de la première génération, c'est-à-dire de 2000 à 2015, les bilans de la RDC dans ses efforts justement d'impulser une sorte de transition sociale pour lutter contre la pauvreté, lutter contre la mortalité infantile et améliorer les conditions sociales ou sanitaires de manière générale, on peut considérer que les bilans généraux est un bilan très mitigé. Parce que jusqu'à l'aube de 2015, nous étions en train de nous débattre justement pour mettre en place des réformes conséquentes qui devaient justement servir des leviers pour pouvoir encourager cette transition sociale dans le cadre de la mise en œuvre des OMD. Le PNUD a été pour beaucoup dans l'accompagnement de la RDC dans la mise en œuvre des ODD, mais les bilans étaient très mitigés. Et nous avons été justement surpris par 2015, la date butoir justement de la fin de ces OMD. Il y a eu des initiatives que je peux dire des balbutiements, mais qui n'ont pas abouti à des programmes concrets, de sorte qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a eu un bilan positif à escompter. Donc des efforts ont été fournis pour justement permettre à ce que on puisse mettre en place un levier qui puisse booster cette transition sociale, mais ces efforts n'ont pas donné grand-chose. Le pays a toujours la main tendue, car les financements pour réaliser les ODD devraient venir de l'extérieur du pays. Faites le bilan, on n'est nulle part. On n'a pas beaucoup bougé par rapport au moment où on a mis en place les ODD. On était dans une dynamique où, lorsqu'on est... Et même les plans, les programmes qu'on conçoit pour réaliser les ODD, on attend beaucoup plus de financements extérieurs pour pouvoir les réaliser. Ce qui fait que lorsqu'il y a un blocage dans les financements venant de l'extérieur, nous ratons le coche. Aujourd'hui, avec toute la crise monétaire liée au Covid-19, on ne peut plus espérer beaucoup du financement extérieur. Et donc, nous n'avons pas encore développé des mécanismes de financement pour nos programmes qui sont liés à l'atteinte des ODD. Et nous ne pouvons pas aller loin avec ce modèle. Par ailleurs, certains observateurs pensent que des progrès ont été réalisés, mais les chemins à parcourir restent encore longs et pénibles, car 2030, c'est déjà demain. Nous sommes quand même parvenus à avoir un document harmonisé des différents politiques et programmes pilotés par la RDC. Mais une chose, c'est avoir ce document qui est validé et donc qui met d'accord tous les secteurs qui participent à la mise en œuvre des ODD. Mais un défi important qui reste, c'est comment financer ça, comment mettre ça en œuvre, comment s'assurer que dans chaque ministère, justement, le seul guide dans le cadre de la poursuite du développement durable, c'est PNSD qui a été adopté. Donc c'est là, justement, la grande contrainte. Et il y a beaucoup d'acteurs de la société civile notamment qui s'activent à faire en sorte que chaque ODD puisse trouver un créneau auprès du ministère sectoriel dans lequel il est naturellement dédié. Mais je pense que tant que le gouvernement n'aura pas pris le taureau par les cornes pour s'assurer que le PNSD, dans son intégralité, est appliqué, on aura du mal justement
à présenter un bilan qui soit positif. Je crains qu'on puisse, comme avec les OMD, avoir un bilan très mitigé d'ici 2030 sur cette question-là. L'environnement, c'est aussi l'assainissement du milieu. La RDC en général et Kinshasa en particulier est sale. 60 ans après, je prends par exemple la ville de Kinshasa, dans le cadre de l'assainissement urbain, les Kinois considèrent, par exemple, ces galons un déchet. Les papiers que tu jettes, les Kinois conçoivent ça comme un déchet. Alors que aujourd'hui, c'est une ressource que nous appelons matière première secondaire. Il n'y a qu'un déchet, c'est les déchets de l'uranium, qui jusqu'à ce jour pose un vrai problème dans sa gestion. À sa prise de fonction, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, a fait de l'assainissement une de ses priorités. Mais hélas, Kinshasa en particulier et la RDC en général sont toujours sales. 60 ans après, le pays peine à gérer durablement ces déchets que d'aucuns ne considèrent plus comme tels, mais plutôt comme des ressources et qui doivent obéir aux règles des 4 R, à savoir recyclage, réutilisation, réemploi et réparation. Dans la vie, les galons, les mitrailles, ferraises, tout ça que nous avons, qui nous entoure, ne constitue pas des déchets, hormis l'uranium. Ce sont des matières premières secondaires qui doivent obéir à ce que nous appelons aux règles des 4 R. Donc tu as le chiffre 4 avec R, qui signifie que peut-être tu peux faire le réemploi, tu peux faire la réutilisation, tu peux faire le recyclage, tu peux faire la réparation. Donc ce ne sont plus, jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après, ce n'est plus les déchets. Les expériences du passé ont montré leurs limites. Et toutes les méthodes utilisées hier n'ont plutôt donné lieu qu'à une pollution induite. L'hôtel de ville de Kinshasa utilise les modes traditionnels de gestion des déchets, des ordures. Quel est ce mode traditionnel? C'est le mode par enfouissement. Je rappelle que depuis juillet 2010, même dans l'espace européen, le mode d'enfouissement est prohibé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus enfouir une ressource. Prenons le cas, nous sommes au niveau du centre d'enfouissement technique, par exemple, où on fait l'enfouissement. Si tu prends une bouteille de bière, ainsi de suite, de verre, ça vous fait 10 siècles dans le sol. Et si tu prends ces papiers que j'ai entre mes mains, ça vous fait peut-être 2 mois. Ça se dégrade. C'est vraiment anormal, même on n'est pas scientifique, de gérer au même endroit ce que vous appelez les déchets qui doivent faire 1000 ans avec des déchets qui doivent faire 2 mois. Je ne sais pas pour obtenir en soi quoi. Mais nous, en environnement, on appelle ça pollution induite. Mais que doit faire alors le pays pour éviter cette pollution induite et gérer durablement ces déchets? Il y a nécessité d'un plan de gestion municipale des déchets. Pourquoi on arrive toujours à rester dans ces méthodes? C'est parce que aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'a pas un plan de gestion municipale des déchets. Que ce soit des déchets solides, que ce soit des déchets liquides. On n'en a pas. Nous demandons franchement aux autorités de ne pas s'entêter parce que vous reviendrez avec la même question, même 20 ans après, 25 ans après. Et si nous sommes encore vivants, nous dirons, l'homme congolais n'a pas l'écoute des autres. Tant que la ville de Kinshasa n'aura pas, je parle de la ville de Kinshasa, même la RDC, toutes les provinces, n'auront pas un plan de gestion municipale des déchets, que ce soit solide, que ce soit liquide, nous resterons dans tout ce que, c'est-à-dire dans l'insalubrité dans la ville. Ce plan de gestion municipale va nous aider à la décentralisation des activités. Si vous avez un bon plan de gestion municipale, donc
La décentralisation va vous favoriser à ce que ces gens-là qui vivent avec sa base, sa population, son quartier, sa cellule, les plus proches, peuvent gérer. C'est-à-dire la collecte, l'assainissement du quartier. Le plan de gestion municipale va vous aider à une décentralisation. Et ça, cette décentralisation va vous amener à être plus ou moins efficace sur terrain. Aujourd'hui, l'hôtel de ville, en décentralisant, peut identifier les PME. La RDC, c'est aussi un réseau hydrographique impressionnant avec un fleuve, le Congo, dont le débit est régulier et des affluents. En 1960, les ressources hydrauliques ont été gérées de la meilleure façon avec 400 stations de surveillance d'eau. Selon la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, les ressources hydriques souffrent aujourd'hui d'un manque de données et autres hydrologues formés. Avec les changements climatiques, la situation s'aggrave de plus en plus, perturbant ainsi même les zones culturelles. Les ressources en eau de la RDC, elles sont parmi les plus abondantes au monde, principalement les eaux douces. Nous avons un réseau hydrographique parmi les plus denses au niveau des pays au monde. Et donc qui pourrait fournir une logistique importante pour le déplacement des personnes et des biens. Mais je ne sais pas combien de kilomètres de notre réseau hydrographique sont mis à contribution, ne serait-ce que pour supporter la logistique, c'est-à-dire pour la navigation. Et nos ressources hydrauliques elles-mêmes, on n'arrive même pas à fournir de l'eau potable à la population, alors que nous avons les stocks d'eau douce parmi les plus importants au monde. Mais je suis sûr que si aujourd'hui on mettait en place une dynamique pour commencer à fournir de l'eau à l'extérieur, nous serons parmi les plus grands fournisseurs d'eau douce partout au monde. Aujourd'hui, les ressources en eau souffrent de la connaissance en termes de quantité et de qualité, car personne ne peut affirmer avec précision la quantité et la qualité des ressources en eau dont dispose la RDC. Les eaux. Nous avons une des plus grandes réserves. Le bassin du Congo, c'est une des plus grandes réserves en eau douce dans le monde. Donc, c'est pas rien. Pour une gestion durable des ressources en eau, la communauté internationale a prôné la gestion intégrée des ressources en eau, GIR. En Afrique centrale, la SICOS appelle les États membres à une gestion coordonnée de l'eau, une notion qui n'est toujours pas ancrée dans le mental des pays membres, qui doivent mettre sur pied des outils sur le plan politique, institutionnel, stratégique, législatif et de renforcement des capacités des acteurs. Il faut donc une vision dans les questions de l'eau en mettant en place un ministère à part entière chargé de la gestion de l'eau. Pour les 10, 20, 30 voire 40 prochaines années, lorsque la RDC va célébrer son centenaire sur la gestion environnementale, les projections sont peut-être difficiles à établir et ce, sur tous les plans. Que 60 ans dans la vie de notre nation, soyons tous interpellés par les défis majeurs auxquels notre pays est toujours confronté. À 60 ans, on n'a plus d'excuses. À 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs. À 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. À 60 ans, on pense à l'héritage et aux valeurs à léguer aux générations futures. C'est ça, le développement durable. Voilà, c'était donc la deuxième partie, mieux un extrait de la deuxième partie du documentaire sur les 60 ans de gestion environnementale en République démocratique du Congo. Comment nos aires protégées, comment nous nous efforçons pour atteindre en tout cas les objectifs de développement durable ODD, parce que 2030, c'est déjà demain et il faut faire les bilans. Les bilans, il faut déjà commencer à l'établir dès à présent pour
le développement de la République démocratique du Congo est un développement qui soit durable. Madame, Messieurs, voilà qui boucle cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons au gré vous retrouver. Merci à vous qui nous avez suivis et qui aimez l'environnement, qui les protégez, qui les défendez. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, Jocelyn Babalomba, Aristote Moukoko, mais aussi Guilhem Zembede Gonzac et à tous les autres héros dans l'ombre. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres aventures environnementales. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler. Parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt.